Salut à tous, je suis Monsieur Alceste et vous regardez une vidéo de présentation du kit de démonstration de Candela Obscura. Je tenais à vous en parler car même si cela concerne avant tout le public anglo-saxon, il se pourrait que la publication de ce nouveau jeu ait un impact assez important sur le monde de l'édition du jeu de rôle. Je vais rapidement mettre en contexte la production de Candela Obscura, vous en présenter la proposition de jeu, puis nous verrons ensemble ce que ce petit avant-goût a dans le ventre. Ce sera donc à la fois une présentation mais également une critique de ce kit d'initiation, ce kit de démarrage. Quand on s'intéresse au monde du jeu de rôle et du streaming, il est difficile d'être passé à côté du phénomène Critical Role. Cependant, voici quelques petits rappels. À l'origine, nous avons un groupe de comédiens, principalement de doublage, qui s'est lancé dans une campagne de jeu de rôle entre amis. Celle-ci a fini par être régulière jusqu'à ce que Felicia Day, proche du groupe, leur propose de filmer leurs parties pour les publier sur la chaîne Geek and Sundry. Se basant tout d'abord sur les règles de Pathfinder, Critical Role a fini par adopter la 5e édition de Donjons et Dragons. À l'heure où je parle, il existe 3 campagnes d'Heroic Fantasy se déroulant dans leur univers maison. Elles courent sur des centaines d'heures et ont gagné un public international assez conséquent. Pour ce que j'en sais, le show se maintient dans les chaînes Twitch les plus rentables, ces lives rapportant des millions de dollars chaque année, sans compter les divers partenariats et autres sources de revenus. 2 séries animées ont également vu le jour. La première a été financée sur Kickstarter et reprend la campagne Vox Machina. 2 saisons sont déjà disponibles. La seconde série est attendue pour 2024 et elle reprendra cette fois-ci les très populaires aventures des Mighty Nine. Critical Role a également pu produire des suppléments pour Donjons et Dragons, 2 livres d'univers, Explorer's Guide to Waldemont et Tal'Dorei Reborn, ainsi qu'une campagne, Call of the Netherdeep. Candela Obscura signe par contre leur éloignement du système vendu par les mages de la côte, puisque ce sera le premier jeu de leur système maison, Illuminated World System, et nous aurons droit en parallèle à une campagne en actual play. On peut légitimement se demander si cette décision n'a pas pour origine la tentative de Wizards of the Coast en 2022 de taxer les productions utilisant leur jeu, puisque Critical Role a également annoncé la sortie future de Daggerheart, qui sera quant à lui dédié à des campagnes longues d'Heroic Fantasy, ce qui signera peut-être la disparition de D&D de leur show. Candela Obscura est donc un projet qui comprend à la fois un actual play et un jeu de rôle papier. Nous avons pour l'heure seulement accès à un kit de démarrage d'environ 26 pages, mais le jeu complet est attendu pour la fin de 2023. L'écriture du système et de l'univers ont été dirigées par Spencer Stark, que les gens qui s'intéressent aux jeux de rôle indépendants connaissent bien, puisque c'est l'auteur du très acclamé Alice is Missing, et Rowan Hall, qui anime quant à elle un podcast assez populaire sur la mythologie. Taliesin Schaff, l'un des membres récurrents des tables de Critical Role, a également eu un rôle prépondérant dans le développement de ce jeu. Leur travail commun a abouti à une adaptation du système Forged in the Dark de John Harper dans un univers horrifique mêlant une urbanité victorienne exagérée à une magie corruptrice issue d'une sorte de monde parallèle. Il s'agit donc d'un jeu de rôle d'enquête horrifique dans un 19e siècle simplifié et stylisé. L'actuel play a démarré en grande pompe sur la chaîne de Critical Role, avec costumes et décors, et on peut supposer que ce show va devenir l'un des contenus principaux de la chaîne pour les mois à venir et peut-être plus. On y retrouve bien entendu Matthew Mercer en maître de jeu, et la table est composée de 2 des comédiennes principales des précédentes campagnes, Laura Bailey et Ashley Johnson, mais également de 2 figures familières dans les personnes d'Angeli Bimani et de Robbie Demond, qui sont déjà apparus dans des parties hors série ou la dernière campagne de la chaîne, Hell's Bells. Le premier épisode introduit un jeune homme de la rue, joué par Johnson, qui se retrouve mêlé malgré lui à des événements surnaturels. Il va alors rejoindre des membres de Candela Obscura pour mener l'enquête. Maintenant que ces rappels sont faits, intéressons-nous au système proposé. Cela choquera peut-être certains fans de Critical Role, mais ils ont décidé d'abandonner le D20 pour un système fonctionnant avec des dés à 6 faces. Je vais vous en expliquer les principes. La mécanique de base est simple. Le maître de jeu annonce si l'enjeu du jet est faible, normal ou haut, ce qui indique déjà au joueur quel risque il prend avec cette action. Puis on détermine le nombre de dés à lancer. On jette alors un certain nombre de D6
et l'on retient uniquement celui qui aura obtenu le plus haut résultat. Si le dé affiche 1, 2 ou 3, c'est un échec. L'objectif n'est pas atteint et il y aura des conséquences. Si le dé affiche 4 ou 5, c'est une réussite mitigée. L'action est réussie, mais il y a un coût à payer, des conséquences inattendues. Si le dé affiche un 6, par contre, c'est une réussite parfaite. L'action est réussie sans causer plus de troubles. Et finalement, pour ajouter un peu plus de spectacle, si plusieurs dés affichent 6, il s'agit d'une réussite critique. Un effet positif s'ajoute alors à la réussite de l'action. Chaque personnage possède des actions, l'équivalent de compétences, comme mouvement, frapper, contrôler, etc. Elles sont quantifiées sur une échelle qui va de 0 à 3, et plus le niveau est haut, plus le personnage est compétent dans le domaine. Les actions déterminent le nombre de dés lancés lorsqu'un personnage essaye d'accomplir quelque chose. Dans le cas où il n'aurait aucun point dans l'action appropriée, le joueur lance 2 dés et retient le pire résultat sans pouvoir obtenir de réussite critique. Par exemple, si j'ai 2 en sense, sentir, je lance 2 dés. Chaque trio d'actions possède un drive, une pulsion, nerf, astuce ou intuition, ainsi qu'une résistance qui est liée. Un personnage possède entre 0 et 6 dans chaque pulsion, et la résistance est numérotée de 0 à 3. Un joueur peut choisir de dépenser autant de points de pulsion qu'il le souhaite, avant de faire un jet pour obtenir un dé supplémentaire par point. Par exemple, si j'ai 4 en nerf, je peux dépenser 1 à 4 points pour ajouter 1 à 4 dés à un jet de mouvement. Il est également possible d'aider un autre personnage par ce biais, en dépensant 1 point pour ajouter un dé. Chaque autre joueur pouvant le faire également, tant qu'il décrit comment son personnage apporte son soutien d'une manière qui semble justifiée au maître de jeu. Pour ce qui est des résistances, chaque pulsion possède une jauge propre de 0 à 3, selon la quantité de points de pulsion. Par exemple, si j'ai 3 en air, je possède une résistance de 1 dans cette pulsion. Si j'ai 6 en intuition, j'ai 2 points de résistance. Lorsqu'un joueur n'est pas satisfait du résultat d'un jet, il peut dépenser 1 point d'une résistance de la pulsion appropriée pour relancer les dés. Cependant, il ne peut relancer qu'un nombre de dés égal au niveau d'action initial, sans compter aucun modificateur comme la dépense de pulsion du personnage ou de ses alliés. Le résultat peut alors encore être relancé au prix d'un autre point de résistance s'il en reste, mais après ça, il est définitif. Si j'ai 1 point en mouvement et que je dépense 2 points de nerf, je lance 3 dés. Mettons que je n'ai obtenu aucun dé à 4 ou plus. Je décide alors d'utiliser un point de résistance. Je relance donc un unique dé, l'équivalent de mon niveau en mouvement. Les personnages peuvent également avoir des actions qui sont gilded, c'est-à-dire dorées. On remplace alors l'un des dés du groupement par un dé visuellement différent. Si le joueur choisit le résultat de ce dé, qu'il soit le plus haut ou non du jet, le personnage récupère un point dans la pulsion associée. Aussi, il est possible de choisir une réussite moindre pour pouvoir récupérer un précieux point de pulsion. Ou si l'on est chanceux, d'avoir une réussite parfaite en plus d'une récupération. Par exemple, je lance 2 dés, dont un est doré. Le dé normal fait 6 et le dé doré fait 4. Je peux choisir entre une réussite parfaite ou une réussite avec conséquence qui m'offrira par contre une récupération de pulsion au passage. Le système précise que le maître de jeu doit demander des jets uniquement si le résultat d'une action est incertain et important. Comme beaucoup de jeux modernes, la priorité est donnée à la narration, et comme les membres de Candela Obscura sont censés être des héros, des personnages expérimentés, il n'est pas nécessaire de demander des jets de dés pour des actions mineures sans lien direct avec l'intrigue et sa résolution. Le kit de démarrage précise également qu'un système de relation entre les personnages existe, mais il n'est pas ici détaillé. Il propose également un système d'équipement ingénieux où l'on peut cocher dans une liste préétablie un nombre limité d'objets utiles au moment où l'on en a besoin, ce qui impose tout de même de réfléchir à la nécessité d'avoir recours à cet avantage, puisque cela finira par laisser le personnage sans ressources plus tard. Parlons des échecs. Quand un jet de dés aboutit à un échec, des blessures peuvent être infligées au personnage. Elles sont divisées en 3 catégories. Corps, les blessures physiques, cerveau, la fatigue mentale et le stress, et bleed, qu'on pourrait traduire par saignement, mais qui désigne en fait les dommages causés par la magie. Chaque catégorie a 3 cases, et s'il faut en cocher une et que toutes sont cochées, on efface tout, le personnage est mis hors de combat, et il subit une cicatrice. Une cicatrice, c'est un changement permanent qui doit s'intégrer narrativement dans les événements. Cela peut être une claudication causée par une blessure à la jambe, un changement dans le comportement, ou une marque surnaturelle, comme un suintement sanguinolent noirâtre et incontrôlable.
Lorsqu'un personnage subit une cicatrice, son joueur doit retirer un point d'une action et le placer dans une autre, pour montrer comment son personnage a changé suite à cette déconvenue. Le kit propose de nombreux exemples pour faire comprendre cette mécanique qui est plutôt élégante, je dois bien l'avouer. Chaque personnage dispose finalement de capacités spéciales dépendant de l'archétype qu'il incarne, soldat, magicien, médium, journaliste. Cependant, ces mécaniques ne sont pas détaillées et les personnages prétirés du kit ne présentent que quelques exemples. On notera cependant le système des clés d'illumination, des sortes d'objectifs secondaires dépendant de chaque archétype. L'expérience du groupe et des personnages dépend de l'implication de chaque joueur dans son archétype, puisque les points d'illumination, qui permettent de débloquer des améliorations, dépendent de l'accomplissement du plus possible des clés au cours de la partie. Le cercle possède ses propres caractéristiques qui serviront entre chaque partie à soigner des blessures, récupérer des points de pulsion ou de résistance, ou s'entraîner sur une action précise pour bénéficier d'un débonus lors de la mission suivante. Pour finir sur ce sujet, on constatera que le système proposé dans ce kit est plutôt complet. Au-delà de quelques précisions et de quelques mécaniques à peine ébauchées, on a de quoi faire tourner une partie sans problème. Parlons maintenant un petit peu de l'univers qui nous est présenté là. L'univers de Candela Obscura combine plusieurs éléments majeurs. Tout d'abord, le choix a été fait de situer l'action dans un monde différent du nôtre, en inventant continents et contrées. Le kit laisse à penser que la majorité de l'action se déroulera dans la région des Fairlands, et plus précisément dans la cité de New Fair, bâtie sur les ruines d'Oldfair, le terme Fair faisant référence aux fées. La toponymie est assez peu inspirée, mais assumée avec une justification liée au langage de la région qui serait très directe. En tout cas, tout cela ressemble fort à n'importe quel supplément de région d'un univers de fantasy assez classique. Ensuite, le niveau technologique de cette région ainsi que le style des illustrations, des costumes et des décors font référence à l'ère victorienne. La cité est une mégalopole industrielle et polluée, riches et pauvres sont très clairement séparés d'un quartier à l'autre, l'électricité s'est déjà largement développée et une touche d'art nouveau et des slabs ça et là. Tout ça se mélange également aux éléments du genre de l'horreur gothique. Aussi, on oscille entre une technologie en plein boom et devenue incontrôlable et une horreur insidieuse cachée dans le noir. On retrouve d'ailleurs dans les inspirations explicites des œuvres comme Frankenstein, Sherlock Holmes, Penny Dreadful, Crimson Peak ou même Bloodborne. Finalement, l'aspect horrifique de l'univers fera forcément penser à de nombreux autres univers connus, comme ceux tournant autour de l'œuvre de Lovecraft, avec ses horreurs indicibles et ses investigateurs prenant de lourds risques pour s'opposer à eux. Mais on retrouve aussi beaucoup de l'influence provenant d'un pan de la fantasy qui insère dans un contexte contemporain ou du 19e siècle la présence de fées et de monstres issus de légendes païennes. Là aussi, les influences sont ouvertement assumées et on retrouve dans les noms cités des romans comme The Night Circus, Neverwhere, le comics Hellboy et bien d'autres. Candela Obscura, c'est le nom d'une société secrète composée d'enquêteurs érudits qui se charge de protéger l'humanité contre les dangers surnaturels. Dans la société victorienne de New Fair, le danger d'incursion, des failles provenant d'un monde parallèle terrifiant qu'on appelle le flair, nécessite les efforts d'agents de terrain, réunis en cercle et qui s'organisent autour de ce qu'on appelle des phares, des sortes d'avant-postes qui sont situés dans le flair et qui en permettent l'étude et la défense. Les agents de Candela Obscura sont à la fois confrontés à des créatures surnaturelles, à l'influence corruptrice du bleed, mais aussi à un usage déraisonné des ressources provenues du flair. On nous propose donc ici une sorte d'équivalent gothique et victorien de Delta Green. Les personnages seront des agents en mission secrète pour protéger la population du surnaturel. On regrettera que les créatures surnaturelles issues du flair soient à peine évoquées dans ce kit, et ce même dans le scénario. On nous présente cependant deux sociétés rivales à Candela Obscura, dont les objectifs viennent parfois rejoindre les leurs, mais qui le plus souvent divergent et entraînent des confrontations qui peuvent être musclées. On a d'un côté l'ordre ésotérique des sciences nouvelles, qui voit le flair comme une opportunité et une source d'innovation, à la manière d'un groupe de savants fous, et de l'autre le bureau des phénomènes inexpliqués, qui est directement rattaché aux forces de l'ordre de la ville, et qui cherche quant à lui à éliminer toutes sortes de surnaturels. La dernière partie du kit consiste en un scénario intitulé Dress to Kill, un clin d'œil à la situation morbide qui sert de situation initiale à cette mission. Le scénario s'ouvre sur une sorte d'exposition universelle où de nombreux inventeurs viennent présenter leurs innovations aux habitants de New Fair.
Sur l'une des estrades, une jeune femme présente une robe d'un tissu particulièrement beau et chatoyant. C'est là que le surnaturel entre en action. Une sorte de réaction chimique transforme la pauvre jeune femme en bouillie devant les yeux médusés du public. Candela Obscura va donc devoir intervenir pour comprendre ce qui s'est passé et s'assurer que cela ne se reproduise plus. C'est un scénario assez court pour, je pense, une séance de 3 à 4 heures. Sans trop entrer dans les détails, on a ici une intrigue plutôt linéaire, malgré les efforts de l'auteur pour proposer différentes manières d'aborder les scènes, car au final, il n'y a pas grand intérêt à suivre autre chose que le fil qu'on nous propose de dérouler, tant le scénario est avare en détails et en opportunités diverses. C'est un peu dommage, car la source d'inspiration de l'intrigue est très intéressante et aurait peut-être mérité un traitement plus subtil. Pour finir, qu'est-ce que j'ai pensé de ce kit et du système qu'il présente? Il y a un certain nombre de points forts. Le système est simple et narratif, et il pousse à la collaboration entre personnages. Il présente une forme d'attrition qui est appropriée pour un jeu voulant aborder le genre horrifique. Il y a des mécaniques élégantes, comme celle des cicatrices ou de l'équipement. C'est globalement une bonne synthèse d'autres systèmes. La mécanique de groupe est intéressante. On nous propose des outils pour pousser les joueurs à incarner leur personnage, avec les clés d'illumination. C'est un kit gratuit et très complet. La vision du jeu de rôle qui est proposée ici est plutôt moderne et progressiste. Il y a néanmoins quelques points faibles. L'univers, pour ce qu'on a pu en voir pour le moment, est assez peu original et un peu caricatural. Les quartiers thématiques de la ville, les archétypes qui sont très convenus, et même un peu redondants pour certains, contrairement à un jeu comme Spire, qui a su innover. Les antagonistes sont à peine évoqués. Le world building est famélique, et je trouve la cartographie plutôt ratée, parce qu'elle donne un sentiment de petitesse très dérangeant. Le scénario proposé est basé sur une bonne idée, mais il échoue à être autre chose qu'un couloir, qui finit par une sorte de donjon avec un twist final convenu. Un MJ expérimenté pourra, avec beaucoup de travail, en faire un scénario un peu plus intéressant, mais en l'état, l'expérience risque d'être assez basique. Pour conclure, on a donc un kit de découverte qui est plutôt une bonne surprise. Le world building est convenu et pas tout à fait développé, mais on peut se demander si le produit final ne présentera pas quelque chose de plus satisfaisant. Les règles sont chouettes et rapides à prendre en main, elles sont parfaites pour un actual play. Je pense que c'était un des objectifs de la création de ce jeu. J'ai donc un avis plutôt positif sur ce kit de démarrage et j'attends d'en voir plus avec impatience. Je suis également très curieux de ce que proposera l'équipe pour Daggerheart. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé à en savoir un peu plus sur ce nouveau projet. En tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'en ai d'autres prévus qui devraient arriver dans les mois à venir. Je vous souhaite de très bonnes parties et à bientôt.